Bonjour à tous, c'est Gaël, indicatif F4IHG et j'anime la chaîne YouTube Rando QRP. Dans cette vidéo, il va être question d'une antenne qui est certainement la plus répandue dans le monde de la radio grâce à sa simplicité, son coût réduit et ses performances fiables. Je vais parler du dipôle demi-onde. Si j'ai voulu en parler, c'est parce que le dipôle demi-onde est une antenne qui offre une solution polyvalente, plus ou moins adaptée aux contraintes de mobilité liées aux activités radioamateurs en portable sur le terrain, en particulier en randonnée, et que pour beaucoup il s'agit tout simplement de la première antenne qu'ils ont acquise ou fabriquée. Le dipôle demi-onde ne se contente pas de constituer une antenne simple, robuste et efficace, il constitue également un élément de base pour de nombreux autres types d'antennes. Il sert d'ailleurs de référence pour mesurer le gain d'une antenne, le DBD, qui est le gain relatif d'une antenne par rapport à un dipôle standard. Facile à construire et à adapter, il est une solution idéale aussi bien pour les débutants que pour les opérateurs radio expérimentés. Sa polyvalence d'installation, sa capacité à couvrir à la fois les communications locales et longue distance, les DX, ainsi que son potentiel d'expérimentation en font à la fois un outil pratique et pédagogique. La vidéo se déroulera de la manière suivante. Je ferai un bref historique. J'expliquerai succinctement le principe du dipôle. J'aborderai ensuite plusieurs aspects techniques tels que les avantages, les inconvénients, l'influence du sol, l'effet du diamètre du fil sur les performances de l'antenne, l'utilisation de l'antenne dipôle sur l'harmonique 3 et diverses autres choses. Enfin, je procéderai à la fabrication d'une antenne ligne dipôle qui permettra de travailler sur plusieurs bandes de fréquences. Allez, c'est parti! Le dipôle est l'une des antennes les plus anciennes et fondamentales en radiocommunication. Il a été utilisé sous une forme rudimentaire dès la fin du XIXe siècle, notamment par Heinrich Hertz. Cette antenne lui a permis de mettre en évidence l'existence des ondes électromagnétiques définies et théorisées en 1865 par le physicien James Clerk Maxwell. Popularisée dans les années 1920-1930, l'antenne dipôle demi-onde, autrement appelée antenne doublet, a évolué avec différentes configurations. Elle s'est transformée afin d'améliorer le gain ou bien de rendre l'antenne multibande. En 1926, un ingénieur japonais, Shintaro Uda, publie un article dans lequel il parle d'un dipôle auquel il a ajouté des éléments passifs, réflecteurs et directeurs, pour améliorer la directivité et le gain du signal. Plus tard, il continue le développement de son antenne avec un autre ingénieur, Hidetsugu Yagi. Cette antenne aujourd'hui universelle est devenue courante dans les applications telles que la télévision, les radars et les communications longue distance. Mais revenons à notre dipôle demi-onde. L'antenne dipôle demi-onde devient un standard dans les années 40-50 dans la radio et la télévision en raison de sa simplicité et de son efficacité. Elle est utilisée dans les années 60 et 70 dans les émissions FM et télévisées. Des versions améliorées sont adaptées aux nouvelles fréquences. Dans les années 80-90, les antennes dipôle demi-onde sont miniaturisées pour des dispositifs portables comme les téléphones mobiles et les radios. Dans les années 2000-2010, l'antenne est toujours utilisée dans des technologies sans fil comme le Wi-Fi et le Bluetooth. Elle devient omniprésente dans les appareils modernes grâce à sa compacité. De nos jours, elle est toujours utilisée dans les réseaux 5G, l'Internet des objets, les communications par satellite, les drones, avec des versions encore plus miniaturisées et adaptées aux nouvelles bandes de fréquences. Comment fonctionne une antenne dipôle demi-onde? Le dipôle demi-onde fonctionne selon les principes suivants. L'antenne est constituée de deux conducteurs métalliques, chacun d'une longueur égale à un quart de la longueur d'onde de la fréquence sur laquelle on veut émettre. Ces deux conducteurs sont mis bout à bout. L'antenne est alimentée au centre où l'impédance est la plus basse. Le courant électrique est maximal au centre et minimal aux extrémités. La tension, quant à elle, est minimale au centre et maximale aux extrémités. C'est une notion qu'il faudra bien garder à l'esprit sur le terrain pour des raisons de sécurité, surtout si vous déployez votre dipôle en V inversé et que vous utilisez une forte puissance. Des ondes stationnaires s'établissent le long de l'antenne similaire à celle d'un circuit oscillant parallèle. L'antenne convertit l'énergie électrique en ondes électromagnétiques qui se propagent dans l'espace.
À l'horizontale, l'impédance d'un dipôle demi-onde est généralement autour de 73 ohms dans des conditions idéales, mais cela peut être modifié en fonction de la hauteur de l'antenne au-dessus du sol, de l'orientation des bras et de la proximité d'objets environnants. La longueur physique de l'antenne est légèrement plus courte qu'une demi-longueur d'onde dans l'espace libre, car en pratique, les ondes électromagnétiques se propageant le long des fils de l'antenne ont une vitesse inférieure à celle de la lumière dans le vide. Cela réduit la longueur d'onde effective. Cela s'explique par deux facteurs: la permittivité du fil et de l'isolant qui l'entoure, ainsi que les effets de bord. Entrons un peu dans les détails afin d'expliquer ces deux notions. La permittivité d'un matériau décrit comment il réagit lorsqu'un champ électrique est appliqué. Cette propriété détermine la manière dont le matériau influence la distribution du champ électrique à l'intérieur de lui-même en fonction de sa capacité à se polariser. À l'échelle microscopique, ce champ électrique agit sur les électrons des atomes du matériau. En raison de leur faible masse, les électrons se déplacent plus facilement que les noyaux, qui sont beaucoup plus massifs et donc quasi immobiles. Ce déplacement des électrons crée une séparation de charge au niveau atomique qui génère des dipôles électriques. On parle alors de polarisation d'un matériau. La polarisation d'un matériau correspond à l'ensemble des dipôles électriques créés par le déplacement des électrons sous l'effet d'un champ électrique appliqué. Quand de nombreux dipôles se forment, ils influencent la manière dont les ondes électromagnétiques se propagent à travers le matériau. La polarisation d'un matériau, en raison de la réponse interne des dipôles, crée une sorte de contre-réaction qui réduit l'intensité du champ électrique appliqué. Cette réponse affecte la propagation des ondes électromagnétiques en ralentissant leur vitesse. Cela se produit car les dipôles, en s'alignant sous l'effet d'un champ électrique, mettent un certain temps à réagir. Ce retard dans la réponse des dipôles entraîne une réduction de la vitesse de propagation des ondes dans le matériau. Ce phénomène est directement lié à la permittivité du matériau, expliquant pourquoi les ondes se propagent plus lentement dans les matériaux que dans le vide. Les effets de bord réduisent eux aussi la longueur effective de l'antenne par rapport à la demi-longueur d'onde théorique. Alors pourquoi et qu'est-ce que c'est exactement? Les effets de bord, appelés également effets d'extrémité, sont des phénomènes électromagnétiques qui se produisent aux extrémités d'une antenne dipôle, là où le conducteur se termine de manière abrupte. Aux extrémités de l'antenne, le champ électrique ne peut simplement pas se terminer brusquement. Il existe donc une zone de transition à ces points où les lignes de champ se courbent et s'étendent au-delà des extrémités physiques de l'antenne. Ce phénomène est souvent décrit comme un débordement du champ électrique. Ce débordement génère ce que l'on appelle une capacité de bout. Cette capacité parasite fait comme si l'antenne était légèrement plus longue électriquement qu'elle ne l'est physiquement. En d'autres termes, même si le fil de l'antenne a une longueur physique d'une demi-longueur d'onde, l'antenne réagit comme si elle avait une longueur légèrement plus grande. Les effets de bord modifient la répartition du courant sur l'antenne, surtout près des extrémités. Au lieu que le courant atteigne 0, exactement aux extrémités physiques de l'antenne, il diminue de façon plus progressive à mesure qu'on se rapproche des bords, avant de devenir négligeable. Ce phénomène donne l'impression que le courant s'étend au-delà de la fin de l'antenne, ce qui contribue à une longueur effective plus grande. En raison de ces effets de bord, la longueur effective de l'antenne devient légèrement plus grande que sa longueur physique. Cela se traduit par une résonance à une fréquence légèrement plus basse que celle prédite par la seule longueur physique de l'antenne qui serait d'une demi-longueur d'onde. Autrement dit, l'antenne résonne à une fréquence légèrement plus basse parce que la capacité de bout allonge électriquement l'antenne. Pour compenser ces effets, on applique un facteur de raccourcissement lors de la conception de l'antenne. Ce facteur est généralement de l'ordre de 2 à 5% selon la façon avec laquelle on va déployer l'antenne et son environnement. Les effets de bord sont plus prononcés aux basses fréquences et deviennent moins significatifs aux fréquences plus élevées. J'ai souhaité aborder ces phénomènes car ils sont importants pour comprendre le fonctionnement des antennes et notamment celui du dipôle. La permittivité des matériaux et les effets de bord expliquent
pourquoi la longueur d'une antenne réelle peut être légèrement différente de la longueur théorique. Ils influencent la résonance du dipôle et sont donc essentiels pour en saisir les principes de fonctionnement. J'espère ne pas vous avoir perdu en chemin. Ce qui va suivre sont des considérations techniques un peu plus simples. CQ SOTA, CQ SOTA, Foxtrot 4 India Hotel Golf Portable, Foxtrot 4 India Hotel Golf Portable, Foxtrot 4 India Hotel Golf Portable, is calling or listening, over. Echo Alpha 8 Charlie Alpha, good afternoon my friend, you are 44. Quels sont les avantages d'une antenne dipôle demi-onde? Je l'ai déjà évoqué, c'est une construction simple et économique. Un dipôle demi-onde est facile à construire et nécessite peu de composants. Typiquement 2 branches de fil métallique et un point d'alimentation, ce qui entraîne un coût de fabrication réduit. Comme je l'ai dit tout à l'heure, cette antenne sert de base à de nombreuses autres antennes plus complexes. L'antenne dipôle demi-onde est relativement légère et d'un faible encombrement. On peut la glisser aisément dans un sac. Sur sa fréquence de résonance, l'antenne dipôle demi-onde offre une impédance comprise entre 50 à 75 ohms, adaptée aux émetteurs-récepteurs modernes sans avoir recours à un coupleur, un tuner. Elle offre un gain d'environ 2,15 dBi par rapport à une antenne isotrope théorique. Le modèle mathématique d'une antenne dont le diagramme de rayonnement est une sphère parfaite. Autrement dit, l'antenne est capable de concentrer l'énergie rayonnée dans une direction spécifique. On peut l'utiliser de différentes manières. Les plus courantes sont à l'horizontale, à la verticale, en V inversé. En polarisation horizontale, l'antenne est bidirectionnelle, ce qui peut être avantageux dans certaines situations. En polarisation verticale, le dipôle demi-onde est omnidirectionnel, avec un diagramme de rayonnement en forme de donut autour de l'axe créé par le dipôle. On attribue au dipôle en V inversé une polarisation mixte, avec une polarisation horizontale et verticale. Cette configuration est la plus courante sur le terrain car elle ne nécessite qu'un seul support et le déploiement de l'antenne réclame moins d'espace. L'antenne dipôle demi-onde possède une certaine flexibilité d'utilisation. Elle peut fonctionner sur ses harmoniques impaires, offrant une certaine polyvalence multibande, notamment l'harmonique 3 de la bande des 40 mètres, soit le 15 mètres. Je reviendrai sur ce point un petit peu plus tard. En haute fréquence, le dipôle demi-onde peut être utilisé en tant qu'antenne à gain modéré pour les liaisons longue distance, autrement appelées DX, via réflexion ionosphérique. Ces performances en la matière ne sont plus approuvées. La fiabilité du dipôle demi-onde est très bonne pour la majorité des applications radio, surtout en termes de performance constante et de durabilité en conditions normales. Toutefois, il est important, pour garantir sa fiabilité maximale, de veiller à une bonne installation, à une certaine protection contre les intempéries et à un entretien régulier. Son coût faible, sa simplicité et sa résistance en font un matériel vraiment appréciable.
Quels sont les inconvénients de l'antenne dipôle demi-onde? Tout d'abord, la taille. Pour les bandes haute fréquence, les dipôles sont relativement longs. Donc, par exemple, pour 7 MHz, la bande des 40 mètres, il faut un dipôle d'environ 20 mètres de longueur. Et encore, je ne compte pas la longueur des haubans. Cela nécessite donc une certaine place, un espace dégagé, et par ailleurs, une hauteur suffisante pour un fonctionnement optimal. Le déploiement du dipôle demi-onde nécessite l'installation d'un support d'une taille plus ou moins importante, voire de 2 ou bien 3, ce qui suppose en portable un emport et le transport plus contraignant de matériel. Ce qui peut être un avantage peut être aussi un désavantage. En polarisation horizontale, le dipôle est bidirectionnel et non omnidirectionnel. Son rayonnement est maximal perpendiculairement à l'axe de l'antenne, ce qui peut limiter sa couverture dans certaines directions et être problématique dans certaines situations. Les dipôles installés à faible hauteur peuvent capter davantage de bruit électrique ou d'interférences. Par ailleurs, la hauteur affecte l'impédance de l'antenne et son diagramme de rayonnement, en particulier l'angle d'attaque. Un dipôle dépourvu de dispositif particulier est principalement résonnant sur une bande passante étroite. Autrement dit, il constitue une antenne monobande en dehors de laquelle son efficacité sera réduite. Le dipôle demi-onde a une sensibilité environnementale. Le sol, les obstacles, arbres, bâtiments ou des structures métalliques à proximité peuvent affecter ses performances, notamment si une masse métallique est approchée de ses extrémités. L'accord passe sur une fréquence plus basse et la bande passante va se réduire. Ses performances vont considérablement se dégrader en termes de gain et d'efficacité de rayonnement. L'influence de l'environnement, objet proche, hauteur par rapport au sol, sur les performances d'un dipôle est plus prononcée aux fréquences élevées car les dimensions de l'antenne deviennent plus petites par rapport aux objets environnants. Autrement dit, cette sensibilité sera plus importante, par exemple sur la bande des 10 mètres que celle des 20 mètres. Cas particulier, si on place le dipôle parallèlement à un plan conducteur, au moins aussi long que lui, ce plan réflecteur fera écran. L'énergie ne sera plus rayonnée dans la direction située derrière le plan. Dans ce cas, la fréquence d'accord ne varie pas, mais c'est la résistance de rayonnement qui s'effondre, d'autant plus que la distance dipôle-plan est faible. Il faudra donc réadapter l'antenne, d'autant plus précisément que le coefficient de surtension, ou si vous préférez le ROS, ou bien le SWR, aura augmenté. Et donc que la bande passante de l'antenne aura diminué. Il est important donc de ne pas disposer à proximité du dipôle un conducteur qui lui serait parallèle. Le câble coaxial qui alimente le dipôle baigne dans le champ rayonné par le dipôle. Un courant induit par ce rayonnement pourra se former à la surface extérieure du câble, ce que l'on appelle communément un courant de gaine. Pour éviter ce problème, il est nécessaire que le câble arrive perpendiculairement au dipôle. En tout cas, il ne doit jamais lui être parallèle et proche. Le sol a une influence importante sur les performances de l'antenne dipôle. Voici les points principaux. L'impédance du sol. La conductivité, permittivité et humidité du sol affectent l'efficacité de l'antenne. Un sol conducteur, humide ou salé, améliore la réflexion des ondes, tandis qu'un sol isolant, sec et sablonneux réduit l'efficacité. Le diagramme de rayonnement. Le sol peut modifier le rayonnement de l'antenne avec des interférences dues aux ondes réfléchies, rendant l'antenne plus directive sur un sol conducteur. La fréquence de résonance. La proximité du sol peut déplacer la fréquence de résonance de l'antenne, nécessitant des ajustements dans sa conception. Les pertes de sol. Un sol conducteur peut provoquer des pertes d'absorption et diminuant l'efficacité de l'antenne, mais cela est moins notable sur des sols moins conducteurs. La hauteur de l'antenne. Lorsque l'antenne est trop proche du sol, les ondes électromagnétiques émises par l'antenne interagiront davantage avec le sol, ce qui peut absorber une partie de l'énergie et réduire l'efficacité du rayonnement.
Cela peut également perturber le diagramme de rayonnement, ce qui affecte la portée et la direction des signaux. Si l'antenne est placée trop haut, les caractéristiques du rayonnement peuvent changer. À une grande hauteur, l'antenne peut perdre l'effet de réflexion d'interférence avec le sol, ce qui pourrait rendre le rayonnement moins efficace à certaines distances. Une hauteur excessive peut également modifier la forme du diagramme de rayonnement, réduisant la couverture à certains angles. Pour un dipôle demi-onde, la hauteur idéale par rapport au sol se situe entre un quart et une demi-longueur d'onde. À un quart de longueur d'onde, le compromis entre portée et directivité est bon, avec un rayonnement faible à des angles élevés. À une demi-longueur d'onde, la couverture est maximale avec un angle de rayonnement plus bas, ce qui améliore la propagation sur de longues distances. Quels sont les effets du diamètre du fil sur les performances de l'antenne dipôle? En général, plus le diamètre du fil d'un dipôle est grand, plus la bande passante de l'antenne peut être large. Cela est dû au fait qu'un fil plus épais modifie l'impédance de l'antenne et peut réduire l'effet de résonance stricte. Autrement dit, l'antenne devient moins sensible aux petites variations de fréquence. Un fil épais diminue l'élévation du facteur Q, le facteur de qualité de l'antenne. Le facteur de qualité de l'antenne, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité pour une antenne à stocker de l'énergie et de la libérer sous forme de rayonnement tout en minimisant les pertes énergétiques. Un facteur Q plus faible signifie que l'antenne résonne sur une plage de fréquence plus large. En pratique, cela permet à l'antenne de fonctionner efficacement sur une gamme de fréquences plus étendue autour de la fréquence centrale, tout en maintenant un bon rendement d'impédance. A l'inverse, un fil fin augmente le facteur de qualité, Q, rendant l'antenne plus résonante et donc avec une bande passante plus étroite. L'antenne devient plus sensible aux petites variations de fréquence et moins tolérante aux changements de fréquence. Il aura néanmoins une meilleure performance à la fréquence de résonance exacte. L'utilisation d'un fil épais permet également de réduire les pertes dues à la dissipation d'énergie dans le fil lui-même. Cela améliore l'efficacité de l'antenne, en particulier à des fréquences plus élevées où les pertes par effet de peau deviennent plus importantes dans les conducteurs fins. Un fil plus épais rend l'antenne plus robuste, moins sensible aux conditions environnementales, vent, humidité, température, et moins sujet aux dommages mécaniques. Il améliore également la résistance à la corrosion et à l'oxydation, prolongeant ainsi la durabilité et la longévité de l'antenne, notamment dans des environnements humides ou salins. Je souhaiterais maintenant aborder une question que chacun de nous s'est certainement posée quand il a étudié ou fabriqué l'antenne dipôle demi-onde, avec ou sans ballon. L'antenne dipôle avec ses bras est une antenne symétrique, alors que le câble coaxial est une ligne asymétrique. Cela tombe bien, balloon signifie littéralement balanced ou unbalanced. Mais qu'est-ce que c'est vraiment et à quoi sert-il? Le balloon est un dispositif qui permet d'adapter le dipôle, qui est une structure symétrique constituée de deux bras égaux, chacun portant des courants de même amplitude, mais en phase opposée à une ligne asymétrique, comme un câble coaxial, dans lequel il n'y a pas de courant symétrique ou de distribution égale entre l'âme centrale et la tresse de blindage. Le balloon maintient un bon rendement et minimise les pertes. Le balloon agit comme un symétriseur, empêchant les courants en mode commun de revenir sur le câble coaxial, préservant ainsi la symétrie de rayonnement du dipôle et réduisant les interférences radiofréquences. L'utilisation d'un balloon 1 pour 1 sur le dipôle haute fréquence offre plusieurs avantages. Je viens d'en parler. Il élimine les courants indésirables sur l'extérieur du câble coaxial, réduisant les interférences et le bruit radiofréquence indésirable. Le balloon assure une performance optimale en préservant le diagramme de rayonnement du dipôle. Il garantit une bonne correspondance d'impédance entre l'antenne et le câble coaxial, minimisant ainsi les ondes stationnaires.
En équilibrant les courants entre l'antenne et le câble, le ballon optimise la transmission du signal, améliore la réception et réduit le bruit de fond. Il est possible d'utiliser un dipôle sans ballon, mais vous l'aurez deviné, cela peut entraîner des courants en mode commun et des interférences radiofréquences. Surtout si l'antenne est déséquilibrée pour des raisons telles que l'orientation, la disposition des bras non symétriques ou bien la présence d'objets dans l'environnement immédiat de l'antenne. Sans ballon, le câble coaxial peut introduire une asymétrie dans le diagramme de rayonnement du dipôle, affectant ainsi sa performance. Le ballon 1-pour-1 permet de faire une transition entre un câble coaxial et un dipôle en maintenant une bonne correspondance d'impédance. Il assure que l'antenne et le câble sont correctement connectés, ce qui est crucial pour éviter des pertes de signal et optimiser les performances de l'antenne, en particulier dans des installations portables où la position et l'orientation de l'antenne peuvent varier. Je voudrais maintenant revenir sur l'utilisation de l'antenne dipôle sur l'harmonique 3. Un dipôle résonne à tous les multiples de la demi-longueur d'onde. Cependant, lorsque le point d'alimentation est situé au centre du dipôle, l'impédance au point d'alimentation varie. Elle est minimale, environ 73 ohms pour les multiples impairs, et maximale, environ 3000 ohms, voire plus, pour les multiples pairs. On parle alors d'anti-résonance. Pour les multiples pairs, bien que ce ne soit pas techniquement un vrai phénomène de résonance. Ainsi, un dipôle conçu pour la bande des 40 mètres peut également être utilisé pour la bande des 15 mètres, car l'antenne peut résonner à cette fréquence plus élevée qui est le troisième multiple de la fréquence fondamentale. Ceci dit, plusieurs facteurs influencent l'efficacité. Bien que le dipôle puisse être résonnant sur l'harmonique 3, l'adaptation d'impédance entre l'antenne et l'émetteur peut ne pas être optimale. L'emploi d'un coupleur peut être nécessaire, entraînant une perte de puissance ou un mauvais rendement. La bande passante sur l'harmonique 3 sera généralement plus étroite que sur la fréquence fondamentale, ce qui signifie que l'antenne sera moins efficace pour couvrir l'intégralité de la bande des 15 mètres. L'antenne sera moins efficace que si elle était spécialement conçue pour la bande des 15 mètres, car la résonance sera moins parfaite. En résumé, il est donc possible d'utiliser un dipôle conçu pour une bande de fréquence sur des harmoniques comme l'harmonique 3, mais cela entraîne généralement une réduction de l'efficacité et peut nécessiter un ajustement d'impédance pour maximiser les performances. Tout à l'heure, en présentant l'antenne dipôle demi-onde, j'ai mentionné que c'était une solution polyvalente. On peut effectivement l'utiliser pour établir des contacts radio en longue distance, mais également des contacts locaux en utilisant un mode de propagation nommé NVIS. NVIS signifie Near Vertical Incident Skywave. C'est une propagation qui repose sur les ondes qui se propagent verticalement, presque perpendiculairement vers le ciel, et rebondissent sur la couche ionisée de l'atmosphère. Ces ondes sont ensuite renvoyées vers la Terre à proximité, ce qui permet une couverture à courte et moyenne portée. Lorsque l'antenne dipôle est placée près du sol, cela peut favoriser ce type de propagation pour plusieurs raisons. La réflexion du sol. Un sol conducteur, humide ou salé, peut réfléchir les ondes électromagnétiques qui sont émises verticalement, les renvoyant vers la couche ionosphérique à une incidence proche de la verticale, ce qui est favorable pour le NVIS. Cela améliore la capacité de l'antenne à couvrir des zones proches sans trop de pertes. La modification du diagramme de rayonnement. En plaçant l'antenne près du sol, le diagramme de rayonnement de l'antenne est modifié de manière à ce que la majeure partie de l'énergie soit émise à la verticale, ce qui est idéal pour la propagation NVIS. Cependant, il faut noter que la proximité du sol peut aussi diminuer l'efficacité générale de l'antenne si le sol est isolant ou si l'antenne est trop proche du sol, ce qui peut affecter la puissance de rayonnement ou l'impédance de l'antenne. Mais dans l'ensemble, un sol conducteur et une antenne à une hauteur modérée, quelques mètres du sol, sont idéaux pour favoriser le NVIS. Le temps est venu pour moi de vous montrer la fabrication d'un link dipôle.
Ligne dipôle qui vous permettra, comme je l'ai dit tout à l'heure, de travailler sur plusieurs bandes de fréquences. Mais tout d'abord, détaillons les différents accessoires qui l'accompagnent. Le ligne dipôle que je vous propose de fabriquer est équipé d'un ballon 1 sur 1 muni de mini paracordes et de petites boucles Fastex qui vont permettre la fixation des bras du dipôle sur le ballon. Les bras du dipôle, ici repliés sur une plaquette de rangement, sont taillés pour la bande des 12 mètres, la bande des 17 mètres et la bande des 30 mètres. Les liaisons sont assurées par des petites fiches bananes de 3 mm. On peut voir ici les haubans qui sont amovibles et munis de perles luminescentes. Pour hisser le dipôle, on a besoin d'un mât. En voici un qui initialement faisait 12 mètres. Alors j'ai enlevé deux éléments, il fait donc désormais 10 mètres. Pourquoi j'ai enlevé les deux derniers éléments? Eh bien parce que, à mon sens, ils étaient trop fins et ils n'étaient pas suffisamment résistants pour supporter les tensions exercées par les bras du dipôle et les haubans, ainsi que le poids de l'antenne. Donc afin de les préserver, j'ai préféré les enlever. Sur la partie supérieure du premier élément du mât, j'ai disposé 3 D-rings, ici avec des boucles velcro qui vont permettre d'y accrocher des haubans qui sont ici luminescents. Pour sécuriser les boucles velcro, c'est facultatif, on peut utiliser des colliers de serrage velcro. Les propriétaires de ce mât ne vont pas penser le contraire ou me contredire, mais si on ne prend pas de précautions lorsqu'on l'érige, tôt ou tard, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va s'affaisser violemment, il va s'effondrer et ce n'est pas du tout bon pour lui. Alors, pour pallier à ce problème, j'ai trouvé une solution. J'utilise des tendeurs. J'utilise des tendeurs élastiques munis d'une boule plastique. Pour les éléments supérieurs, j'utilise un tendeur. Pour les éléments inférieurs, qui sont un petit peu plus larges, j'utilise 2 tendeurs. On pourrait éventuellement n'utiliser qu'un seul tendeur pour les éléments inférieurs, à condition de remplacer cet élastique-ci par un de couleurs différentes et un peu plus long. En tout cas, j'ai essayé de provoquer cet affaissement et je n'y suis pas parvenu. Donc, apparemment, cette solution est bonne. Ici, des piquets d'ancrage avec un étui que j'ai moi-même fabriqué. Ici, 2 petits accessoires qui vont être utiles lors du déploiement de l'antenne. Tout d'abord, un petit niveau qui va permettre de mettre exactement la verticale, le mât télescopique. Et ici, de la drisse, il y a une certaine longueur qui va permettre de déterminer l'endroit exact où l'on doit disposer de part et d'autre du mât les 2 piquets d'ancrage pour les haubans afin que les 2 bras du dipôle soient à 120 degrés. L'antenne est alimentée à l'aide d'une ligne coaxiale de 20 mètres. Pour transporter ce mât, qui mesure 120 cm et pèse 3 kg environ, j'ai eu l'idée d'utiliser 2 porte-gourdes que je place de part et d'autre du mât et que j'ai raccordées à l'aide d'une sangle 2 points que j'ai raccourcie et à laquelle j'ai rajouté un mousqueton plastique. Alors ce système me permet de porter ce mât en bandoulière lors de mes randonnées. Alors généralement, les porte-gourdes sont vendus avec des cordons qui ne valent pas grand-chose. Donc je les ai enlevés et j'ai mis à la place du cordon élastique. J'allais l'oublier. Pour le transport, les accessoires sont placés dans une pochette que l'on peut raccorder sur la sangle de transport du mât à l'aide du mousqueton. Je vais maintenant détailler toutes les pièces qui sont nécessaires à la fabrication du ligne dipôle et je vais commencer par ce qu'il faut pour le ballon 1 sur 1. Pour le ballon, il faut 2 bobines de fil maillé de 1 mm, fil de couleurs différentes de préférence, une bobine de paracorde de type 1, 2 mm, ici une bobine de 30 mètres, un morceau de paracorde de 3 mm, ici 60 cm, un boîtier plastique étanche avec les dimensions suivantes, 83 par 58 par 33 mm, un tore FT 140 par 43, 3 cosses à œillet, dont 2 de taille moyenne et une de petite taille, une vis à œil en M5 inox, un écrou inox en M5, 2 vis inox A4 en M5,
avec tête pour tournevis plat, longueur 16 mm. 2 écrous en M5 inox avec frein nylon. 4 rondelles inox à 4 avec un diamètre de 5 mm. 2 écrous papillons inox à 4 en M5. 2 boucles de type Fastex, largeur 10 mm, longueur 27,5 mm. 2 vis, dont une en M3 et inox avec son écrou correspondant. De la gaine thermorétractable, diamètre 6,4 mm, longueur 30 mm. 4 colliers de serrage d'une largeur de 3 mm. Vous avez le choix d'utiliser soit un connecteur ESSO 239, ici avec 2 trous de fixation, ou bien un connecteur BNC, idem, ici avec 2 trous de fixation. Et pour finir, il vous faudra du fil à coudre en polyester. Pour les bras du dipôle, il vous faut 2 bobines de paracorde de type 1. En principe, une bobine de 30 mètres suffit, mais pour ce montage, je souhaite avoir du vert foncé qui n'est pas salissant et de l'orange parce que c'est la même couleur que la gaine du fil électrique. Il vous faut également 2 cosses à fourche qui correspondent à du M6, des fiches bananes de 3 mm, mâle et femelle, 2 petites boucles Fastex, les mêmes que tout à l'heure, une bobine de fil à coudre en polyester, une bobine de fil électrique de type HO7VK de section 1,5 mm², de la gaine thermo-rétractable, dont des manchons de 6,4 mm et de 30 mm de longueur. C'est facultatif, 12 perles plastiques orange luminescentes de 10 mm. J'attire votre attention sur le fait que la luminescence est modérée et de courte durée. Il vous faut également 2 perles noires plastiques de 12 mm et pour finir une plaquette de rangement. Je vais débuter la fabrication de l'antenne en commençant par le ballon 1 sur 1. Pour celui-ci, je me suis référé au design de Wolfgang Wippermann, un radioamateur allemand dont l'indicatif était Delta Golf 0 Sierra Alpha. Il s'agit d'un ballon 1 sur 1 bifilaire qui est donc constitué de 2 ensembles de 2 fils couplés avec 12 enroulements autour d'un tore, ici un FT 140-43. Chacun des ensembles de fils couplés forme 2 résistances ayant une valeur de 100 ohms qui, mises en parallèle, constituent une résistance équivalente de 50 ohms. Voici pour rappel la formule de l'association de résistance en parallèle. Pour le ballon que je vais fabriquer, je vais le faire d'une autre manière afin de faciliter la mise en place du tore dans le boîtier. Je vais mettre le boîtier comme ceci à la verticale. Ne sachant pas exactement à quel endroit précis je dois percer le boîtier pour la mise en place des vis M5 de 16 mm, je vais tout d'abord bobiner le tore. On peut fort bien utiliser du fil de la même couleur, mais vous l'aurez remarqué, à la fin on ne sait plus trop qui est qui. Ici, des longueurs de part et d'autre du tore de 6 cm afin de faciliter son insertion, son installation dans le boîtier. Pour arriver à ce résultat, il va falloir 4 fils d'une longueur de 60 cm, dont 2 de fil rouge. Voilà, j'ai coupé les 4 longueurs de fil. Maintenant, je vais prendre le tore, un collier de serrage. Je vais placer le collier de serrage sur le tore de cette manière. Je vais prendre une paire de fils, dont un rouge, et je vais l'installer sur le tore, comme ceci. En plaçant le fil rouge à gauche. Voilà. Ici, je vais mesurer une longueur de 6 cm. Une fois que ça sera fait, à l'aide de cet outil, je vais serrer fortement le collier de serrage et je vais faire 12 tours
sachant qu'à chaque fois que je passe dans le tore, cela compte comme pour un tour. Allez, c'est parti. Je vais faire ça hors caméra et une fois que je serai arrivé au deuxième tour, je reprendrai la vidéo. Voilà, c'est terminé. J'ai bien 12 tours. Alors j'ai dû m'y reprendre à 2 fois parce qu'à un moment donné j'avais fait une torsade. Alors c'est pas grave, hein, il suffit de délover, de débobiner le fil, de l'aplatir un petit peu avec les doigts et de recommencer. Et c'est là qu'on se rend compte que le fait d'utiliser 2 fils de couleurs différentes eh bien, rend l'opération beaucoup plus facile parce que si on fait une bêtise, on s'en aperçoit aisément. Alors, ce n'est pas très régulier, mais c'est pas grave. Avec mes ongles, je vais pouvoir rectifier le bobinage. Il me reste à mettre en place un collier de serrage et cela se fait de cette manière. Voilà, je vais utiliser cet outil pour serrer fortement le collier. Voilà. Donc je vais rectifier le bobinage. Une fois que ça sera fait, eh bien, je recommencerai l'opération, mais de l'autre côté. Allez, c'est parti. Pour la mise en place de la seconde paire de fils sur le tore, les 2 fils rouges doivent être côte à côte et le collier de serrage doit se présenter de cette manière. Voilà, c'est fait. Il ne me reste plus qu'à mettre le 4e collier de serrage en place, comme ceci. Voilà, le bobinage du tore est terminé. Alors j'ai constaté qu'il y avait une différence de longueur entre cette paire de fils et celle-ci. Alors je me suis dit, ah, j'ai peut-être fait une erreur. Alors j'ai vérifié le bobinage, mais j'ai bien 12 tours ici et 12 tours là. Donc je pense que tout à l'heure, en coupant cette paire de fils, je n'ai pas respecté la bonne longueur. J'ai dû mettre un petit peu plus. Mais bon voilà, ce n'est pas grave. Le tore est terminé. Je vais pouvoir m'occuper maintenant du boîtier. J'ai mis le couvercle du boîtier de côté. Je vais m'intéresser à son corps. Et ici, en plein centre de ce rectangle, je vais faire un repère, puis un avant-trou, puis un trou qui va me permettre d'y mettre la vis en M5 de la vis à œil. De l'autre côté, la même chose, un repère, puis un avant-trou, puis un trou à l'aide d'une fraise étagée afin d'y mettre le connecteur ESSO 239. Allez, c'est parti. Oups. Voilà. C'est fait, tout va bien, le connecteur est en place. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est le mettre de la façon la plus droite possible pour ensuite faire des repères, puis des avant-trous, puis des trous pour les vis. Voilà, le connecteur ESSO 239 est monté sur le boîtier. Je vais maintenant m'occuper de la vis à œil et je vais vous montrer une petite astuce que j'ai déjà présentée dans une précédente vidéo qui permet de déterminer ce qui est inutile, superflu sur cette vis. Voici cette partie que l'on va pouvoir couper.
Voilà, la vis à œil est en place sur le boîtier. J'ai mis un peu de Loctite bleu sur le pas de vis. Cela ne bougera plus. Et voici le résultat. Ensuite, avec le tore, je vais prendre ici les deux fils rouges, les torsadés, les deux fils couleur cuivre, les torsadés, et répéter cette opération de l'autre côté. Voilà, les 4 paires de fils sont torsadés. J'ai présenté le tore dans le boîtier et j'ai maintenant une idée plus précise de l'endroit où je vais percer pour pouvoir y monter tout à l'heure les deux vis M5 de 16 mm. Alors, chose importante concernant ces 2 paires de fils torsadés, il faut que leur longueur soit identique, rigoureusement identique. Idem, tout à l'heure, lorsque l'on va souder les cosses à œillet dessus, il faudra que l'ensemble cosse à œillet plus fil torsadé ait une longueur identique aussi bien de ce côté que de l'autre. Très bien. J'ai coupé les 2 paires de fil torsadé à l'identique. J'ai ici et ici 4,5 cm. J'ai fait une petite modif sur le boîtier parce que je m'étais rendu compte que j'avais monté le connecteur SO239 à l'envers. Je l'ai donc retourné, ce qui va me faciliter tout à l'heure la soudure du fil torsadé rouge sur le connecteur. Ce que je vais faire maintenant, c'est couper la longueur adéquate du fil torsadé rouge afin de pouvoir le souder sur le connecteur. Voilà, c'est fait. Maintenant, ce que je vais faire, c'est mettre en place la petite cosse à œillet sur la vis M3. Et tout d'abord, je vais enlever cette partie en plastique qui ne sert à rien et ça se fait très bien avec un briquet. Vous faites chauffer la bague en plastique, elle va se ramollir et ensuite il suffit de tirer dessus. Voilà, la petite cosse à œillet est en place dans le boîtier. Je vais maintenant reprendre le tore et plier, couper la longueur adéquate de cette paire de fils torsadés afin de pouvoir la mettre dans la cosse à œillet. Voilà, c'est fait. Ce que maintenant je vais faire, c'est faire des repères, des avant-trous et des trous de part et d'autre du boîtier afin de permettre le passage des 2 vis M5 de 16 mm. Voilà, les trous sont faits. Je n'ai plus qu'à monter les pièces restantes dans le boîtier. Voilà, toutes les pièces sont en place dans le boîtier. Par contre, les 2 paires de fils torsadés sont trop longues. Je vais donc les couper à nouveau de manière identique, rigoureusement identique, afin de pouvoir insérer et intégrer correctement le tore dans le boîtier. Voilà, c'est fait. Les 2 paires de fils torsadés ont désormais la bonne longueur. J'ai mesuré de part et d'autre 3,5 cm. Ce que je vais devoir faire ensuite, eh bien, à l'aide d'un cutter, c'est enlever de l'émail à chaque extrémité, de l'isolant, afin d'avoir une bonne connexion électrique. Ensuite, démonter les différentes pièces du boîtier afin de disposer des cosses à œillet pour pouvoir les souder sur le tore. Ces opérations vont me prendre pas mal de temps. Je vais donc faire tout cela hors caméra et une fois que j'aurai terminé, je reprendrai la vidéo. Voilà, c'est fait. Le tore est dans le boîtier. Toutes les soudures ont été réalisées. Toutes les pièces sont en place. J'en ai profité également pour mettre de part et d'autre des vis M5 de 16 mm, 2 rondelles de 5 mm, plus les écrous papillons. Il ne me reste plus qu'à tester ce balloon. Je l'ai fait tout à l'heure après avoir enlevé l'émail, mais il est toujours bon de le refaire. Voyons voir si tout va bien.
c'est parfait. Reste à monter là-dessus 2 petits morceaux de paracorde qui permettront par la suite de fixer sur le ballon les bras du dipôle. Allez, c'est parti. Et pour cela, je vais utiliser 2 petits morceaux de paracorde de type 1, morceaux de 22 cm, dont je vais brûler les extrémités avec un briquet pour éviter que ça s'effiloche. Ensuite, je vais prendre chacun de ces morceaux, les courber d'une certaine manière, faire tenir ces courbures avec une aiguille à coudre, faire un peu de couture pour arriver à ce résultat. Dans un premier temps, vous allez replier la paracorde sur elle-même, sur 4 cm. Cela va former ainsi une boucle. Cette boucle, vous allez la maintenir avec une aiguille à coudre. Ensuite, vous prenez le tout, vous prenez l'autre extrémité de la paracorde, vous la piquez avec l'aiguille à coudre, comme ceci. Vous formez ainsi 2 boucles. Avec la seconde aiguille à coudre et du fil à coudre, vous allez faire quelques points, puis des tours. N'hésitez pas à en faire plusieurs, afin d'obtenir 2 boucles extrêmement résistantes. Voilà, c'est fait pour les points, et maintenant je vais faire des tours. Une fois que les tours sont faits, ce que vous pouvez faire, c'est avec l'aiguille faire 2-3 points afin que les tours restent bien en place. Et ensuite, avec ces 2 fils et ceci, eh bien, vous faites des nœuds. Voilà, c'est fait. Il ne me reste plus qu'à mettre en place la boucle Fastex femelle ainsi que de la gaine thermo-rétractable. Pour monter la boucle Fastex sur la paracorde, ici vous faites un nœud en tête d'alouette. Voilà, c'est fait, et maintenant vous répétez l'opération. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais concernant le fil à coudre, vous utilisez 130 cm que vous repliez sur lui-même afin de doubler sa résistance. Voilà, les 2 systèmes d'attache sont fabriqués et en place sur le ballon grâce à des nœuds en tête d'alouette. Reste à y mettre un morceau de paracorde de 60 cm, ici à chaque extrémité un demi-nœud. Ce morceau de paracorde vous permettra de faire un nœud de prussique sur l'élément terminal du mât télescopique afin d'y attacher le ballon. J'en ai terminé avec le ballon. Et maintenant, je vais m'intéresser au bras du dipôle, et plus précisément au bras du ligne dipôle. Ligne dipôle qui me permettra, une fois que j'aurai terminé la fabrication de cette antenne, de travailler sur la bande des 10 mètres, la bande des 20 mètres, la bande des 30 mètres, la bande des 40 mètres et la bande des 60 mètres. Mais tout d'abord, je vais m'intéresser, en toute logique, à la bande des 10 mètres. Pour calculer une longueur d'onde, rappelez-vous de la formule suivante. Lambda, la longueur d'onde, est égale à la vitesse de la lumière, c, divisé par la fréquence, f. La formule pratique nous donne lambda en mètres est égal à 300 divisé par f en mégahertz. Et en l'occurrence, pour le 10 mètres, lambda est égal à 300 divisé par 28. C'est le début de la bande des 10 mètres, 28 MHz. Et le résultat nous donne 10 mètres 71. Les 2 brins du dipôle sont des quarts d'onde. Donc il faut que je divise ces 10 mètres 71 par 4. Et cela me donne 2 mètres 67. Et bien c'est avec cette longueur électrique que nous allons travailler. Alors bien sûr, j'en ai suffisamment parlé dans la première partie de cette vidéo, je ne vais pas y revenir. Sur le terrain tout à l'heure, lorsque je vais déployer l'antenne, il sera nécessaire que je raccourcisse les 2 bras du dipôle. Et pour ce faire, j'utiliserai une pince coupante et un anneau VNA. Pour gagner du temps, j'ai déjà coupé 2 longueurs de fil rigoureusement identiques, de 2,67 m de longueur. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est souder les 2 cosses à fourche dessus. Mais au préalable, je vais enlever les 2 bagues plastiques jaunes qui ne servent à rien, car je vais utiliser de la gaine thermo-rétractable. Je vais faire
ces soudures hors caméra et une fois que j'aurai terminé, je reprendrai la vidéo. Voilà, c'est fait. J'ai soudé les deux cosses fourches et je les ai recouvertes avec de la gaine thermorétractable. Maintenant, ce que je vais faire, c'est mesurer avec une règle de la pointe de la fourche, ici 25 cm. Je vais faire un repère avec un marqueur. Je vais répéter cette opération avec le deuxième bras du dipôle. Ensuite, je vais avoir besoin de deux petits morceaux de 20 cm de paracorde que je vais replier comme ceci. Voilà. Et que je vais coudre afin de faire deux boucles comme ceci. Voilà, ma boucle est prête. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est ici cette extrémité, la mettre au niveau du repère que j'ai fait tout à l'heure sur le bras du dipôle. Et ensuite, avec 130 cm de fil à coudre que j'ai doublé, faire des tours très serrés afin qu'il y ait ici une bonne résistance. Et voilà le résultat. J'ai fait des tours sur 1 cm et c'est très résistant. Voilà, j'ai fait la même chose avec le second bras du dipôle et c'est tout aussi résistant. Il ne me reste plus qu'à mettre par-dessus de la gaine thermorétractable, comme ceci, et au niveau de la boucle, mettre une Fastex mâle. Une vérification pour voir si tout est OK. Nickel. Pour un fonctionnement optimal de l'antenne dipôle en V inversé, afin d'obtenir au point d'alimentation une impédance de 50 ohms, les bras doivent former un angle de 120 degrés. Pour arriver à ce résultat, lors du déploiement de l'antenne, nous allons faire un peu de trigonométrie. Rassurez-vous, rien de compliqué. Dans des conditions normales, le mât télescopique forme avec le sol un angle de 90 degrés. Si on ne prend en compte qu'un seul bras du dipôle, on se retrouve avec un triangle rectangle avec un angle du côté opposé à 60 degrés. À partir de là, on peut fort bien calculer la longueur de l'hypoténuse qui, dans le cas qui nous intéresse, est la longueur du bras du dipôle plus celle du haubans jusqu'au sol. On va s'épargner les calculs en utilisant un calculateur en ligne. Je place un lien dans la description. En entrant les données dans le calculateur, on obtient des données qui nous intéressent, en particulier la longueur du côté adjacent, autrement dit la longueur entre le mât télescopique et le piquet d'ancrage du haubans prolongeant le bras du dipôle jusqu'au sol. Avec un mât de 10 mètres, on obtient une distance de 17 mètres 32 entre le mât et le piquet d'ancrage.
Pour les deux piquets d'ancrage, j'utiliserai un ruban décamétrique pour les planter précisément à 17,32 m. Et tout à l'heure, lorsque je vais tailler les différentes longueurs de fil pour le link dipôle, afin d'assurer que l'angle entre les deux bras soit toujours à 120 degrés, j'utiliserai une longueur de haubans variable, mais adéquate, avec pour référence les deux piquets d'ancrage. Inutile de tendre les bras et les haubans fortement, une légère tension suffit pour déployer les bras du dipôle. Pour la taille des bras du dipôle, ce qu'il faut respecter strictement, c'est la symétrie. Si vous coupez 5 cm d'un côté, il faudra couper 5 cm de l'autre. Il se peut qu'il y ait à la longue malgré tout un léger décalage, surtout si vous faites beaucoup de coupes, mais en mettant à la fin, une fois l'antenne à terre, les deux bras du dipôle côte à côte, on peut rectifier cela. Le petit accessoire que je vous ai présenté tout à l'heure n'est rien d'autre que de la paracorde, avec d'un côté une boucle et de l'autre une perle. Cette paracorde vous permettra de planter les piquets d'ancrage à 17,32 m du mât télescopique. Cela peut s'avérer utile également si vous disposez par exemple d'un espace un peu restreint pour déterminer où le mât télescopique va être érigé et si l'antenne peut être déployée malgré tout. Attention lorsque vous allez vous fabriquer ce petit accessoire, car la paracorde de type 1 possède une certaine élasticité si elle est trop tendue. Pour la taille des bras du dipôle, nous allons avoir besoin du nœud prussique. Nœud prussique qui a un très bon maintien et qui peut coulisser librement sur le fil. Pour faire un nœud prussique, on va partir d'une boucle comme celle-ci et ensuite on va faire la chose suivante. On va passer ce bout dans cette boucle. On va faire un tour, puis deux tours, serrer le nœud, comme ceci. Voilà, il ne faut pas hésiter à serrer. Et voilà, vous avez un nœud prussique. Le dipôle est en place. Aujourd'hui, il y a un peu de vent, ce n'est pas l'idéal, mais bon, ça devrait le faire. Je n'ai pas sécurisé le mât, donc il va falloir que je fasse attention. J'ai disposé les piquets d'ancrage à 17,32 m part et d'autre du mât télescopique. Et comme prévu, le Nano VNA m'indique que les bras du dipôle sont légèrement trop longs. Et je vais donc les raccourcir. Voilà ce que j'ai coupé, à peu près 5 cm. Et voici ce que cela donne au niveau du Nano VNA. J'ai raccourci à nouveau les bras du dipôle et cette fois-ci ce sont deux petits morceaux qui font un peu plus d'1 centimètre. Et au niveau de la mesure du Nano VNA, voilà ce que cela me donne. Alors j'ai 1,26 de Ross, ce qui est tout à fait acceptable. Et cette fois-ci, l'antenne est légèrement trop courte. Mais ce n'est pas un problème, étant donné que tout à l'heure, je vais souder sur les fils des fiches bananes femelles. Très bien. Ce petit gars-là fonctionne à merveille. L'antenne a très bien marché sur la bande des 10 mètres. Je vais donc poursuivre la fabrication de lignes dipôle en soudant aux deux extrémités des bras des fiches bananes femelles de 3 mm. Alors auparavant, pour la précédente antenne, j'avais essayé d'utiliser mon fer à souder qui a une puissance
maximum de 400 watts, mais cela ne fonctionnait pas, je ne parvenais pas à faire des soudures correctes. Alors, système D, j'ai utilisé un réchaud. Cette fois-ci, je ne vais pas utiliser de réchaud, je vais utiliser ce fer à souder qui est multifonction et qui fait également office de chalumeau. Pour la soudure des fiches bananes, vous enlevez à peu près 2 mm de gaine, vous étamez et ensuite vous soudez. Je ne vais pas le faire en vidéo, je vais le faire hors caméra et une fois que j'aurai terminé, je reprendrai le tutoriel. Voilà, c'est fait et franchement avec cet outil, c'est d'une facilité déconcertante. Alors une question que certains d'entre vous doivent se poser, est-ce que ces connecteurs, est-ce que ces fiches bananes sont solides? Oui, elles le sont. J'ai fait un essai, j'ai pris une paire de fiches, mâle-femelle, un morceau de fil, et je n'ai pas soudé ces fiches sur le fil, non, je ne voulais pas les gaspiller, je les ai attachées avec du fil à coudre. J'ai recouvert le tout avec de la gaine thermorétractable, et je me suis amusé à connecter, déconnecter les fiches. Et il m'a fallu 700 répétitions avant que cela ne soit mon bricolage qui ne cède. Les fiches, quant à elles, n'avaient absolument pas bougé. Bref, si vous êtes soigneux en connectant, déconnectant ces fiches, vous ne devriez pas avoir de problème. Ensuite, ce que je vais faire, calculer la longueur d'onde de la fréquence 14 MHz de la bande des 20 mètres, diviser ce résultat par 4, mesurer précisément la longueur physique des bras du dipôle pour le 10 mètres, soustraire cette longueur physique afin d'obtenir ce qu'il va falloir ajouter comme fil pour que l'antenne puisse fonctionner sur la bande des 20 mètres. Après, bien sûr, comme tout à l'heure, des ajustements. Voilà, c'est fait. J'ai ici deux longueurs de fil rigoureusement identiques qui vont permettre à l'antenne de fonctionner sur la bande des 20 mètres. Je vais maintenant souder les deux fiches bananes mâles sur les fils. Je vais faire cela hors caméra et une fois que ce sera fait, je reprendrai la vidéo. Voilà, c'est fait. Et maintenant, j'ai besoin de deux morceaux de paracorde de type 1 d'une longueur de 20 cm et à chaque extrémité de ces deux morceaux, je fais un demi-nœud. Ensuite, vous prenez le bras du dipôle 10 mètres et de l'extrémité de la fiche banane femelle, vous mesurez ici 11 cm et vous faites un repère au marqueur. Je prends maintenant la rallonge de 20 mètres et je vais mesurer ici 11 cm sans compter la fiche banane. Et je fais un repère. Ensuite, je prends le bras du dipôle. Je prends un manchon de gaine thermorétractable de 6,4 mm et de 30 mm de long. J'introduis le fil comme ceci à l'intérieur. Je prends le morceau de paracorde de 20 cm et je vais faire coïncider le nœud qui est ici avec le repère que j'ai fait sur le fil tout à l'heure. Voilà. Ensuite, je prends 130 cm de fil à coudre que j'ai replié sur lui-même afin de doubler sa résistance et je vais faire des tours sur ici une longueur de 15 mm. Je vais faire beaucoup de tours et une fois que j'aurai fait beaucoup de tours, je ferai des nœuds pour que ces tours restent en place. Allez, c'est parti. Voilà, c'est fait. Et on répète l'opération avec la rallonge 20 mètres. Ok, c'est bon. Et maintenant un petit test. C'est très bien. Ok. J'ai disposé les manchons de gaine thermorétractable de manière à ce que le nœud soit au milieu de celui-ci. Voilà, cette liaison est terminée. Pour chaque fiche banane, j'ai mis deux gaines thermorétractables de manière à ce qu'il y ait ici une certaine rigidité. Et je n'ai plus qu'à recommencer l'opération avec
l'autre bras du dipôle. Les lois de Murphy ont encore frappé. Ou du moins, je n'ai pas appliqué la bonne méthode. Je n'ai pas appliqué la bonne méthode parce que, en faisant un nouvel essai sur la bande des 10 mètres, je me suis rendu compte que les bras du dipôle pour cette bande étaient trop longs. Trop longs parce que précédemment, lorsque j'ai taillé les bras, eh bien, je n'ai pas pris en compte la fiche banane femelle. Ce que j'aurais dû faire, eh bien, c'est lorsque j'approchais du point de résonance recherché, dénuder l'extrémité de chaque fil, ajouter la fiche banane, la faire tenir avec un peu d'adhésif et voir ce qui se passe. Là, c'est clairement trop long. Et le fait qu'il y ait aussi dans le prolongement du bras du dipôle un autre fil, eh bien, cela ajoute un effet capacitif. Et donc cela allonge électriquement l'antenne. Je vais devoir refaire le bras du dipôle pour le 10 mètres et ça, je m'en serais bien passé. Problème résolu. Et je vais donc pouvoir passer à la suite. Voilà ce que cela donne pour la bande des 20 mètres. J'ai fait diverses mesures sans les rallonges pour la bande des 30 mètres, avec les rallonges pour la bande des 30 mètres, pour voir si effectivement il y avait un impact, un effet capacitif, mais je n'ai rien constaté de notable. Alors cet effet capacitif doit exister, mais il est négligeable. Autant le premier link dipôle m'a causé quelques soucis, c'est normal, il fallait que je mette certaines choses au point, autant celui-ci me donne du fil à retordre. Mais bon, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Même si parfois c'est embêtant, eh bien, il faut faire avec. Je vais arrêter là la caméra. Je vais tailler l'antenne pour le 30 mètres, pour le 40 mètres et pour le 60 mètres. Et une fois que j'aurai terminé ces opérations, je reprendrai la vidéo. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Voilà, l'antenne link dipôle est désormais en mesure de fonctionner sur 5 bandes, comme je le désirais. Le 10, le 20, le 30, le 40 et le 60 mètres. Mais tout ce n'est pas passé comme je l'avais prévu lors de sa fabrication. Comme je l'ai indiqué précédemment, d'entrée de jeu, j'ai dû refaire les bras du dipôle pour le 10 mètres. Mais ce n'est pas tout. Le balloon 1 sur 1 m'a joué un vilain tour avec un faux contact ici, au niveau de la vis et de l'écrou. J'ai dû resserrer fortement cette vis pour régler le problème et j'ai mis un peu de frein filet. Ça ne bougera plus. Et comme cela ne suffisait pas, j'ai dû remplacer une fois de plus l'un des bras du dipôle pour la bande des 10 mètres. La raison, un faux contact vraisemblablement causé par un point de rupture dans le fil. L'antenne fonctionnait bien, puis à un autre moment, pas du tout. J'ai cherché pendant un certain temps jusqu'à arriver à trouver la cause du dysfonctionnement. J'ai donc dû reproduire le bras du dipôle au millimètre près et tout est rentré dans l'ordre. Je me souviendrai longtemps de la fabrication de cette antenne, entre le froid, le vent, la pluie et divers problèmes. Enfin voilà, c'est fait. Je ne vais pas vous mentir, mais durant la taille des différents segments du link dipôle, le mât télescopique s'est effondré à 3 reprises. Ceci explique sans doute les problèmes que j'ai rencontrés avec le bras du dipôle pour le 10 mètres, ainsi que le ballon 1 sur 1. Le fil électrique, souple et multibras, c'est ce qui assure sa flexibilité. Il a un rayon de courbure. Le fil multibras possède donc une contrainte de rayon de courbure, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être plié de manière trop serrée, car cela pourrait endommager les brins, provoquer une usure prématurée de l'isolant ou créer des points de rupture. Le problème que j'ai rencontré. Attention donc à la courbure au niveau du balloon et ranger de manière lâche les 2 bras du dipôle sur la plaquette de rangement. À ce propos, déconnecter les différentes liaisons pour cela. Pour la taille des bras du dipôle, ou du moins de la taille des différents segments du link dipôle, j'ai parlé d'une méthode précédemment qui n'est pas forcément fausse mais inutile. Il y a
plus simple, bien plus simple. Vous taillez les fils et arrivé au point de résonance recherché, vous enlevez 15 mm, soit l'équivalent de la longueur de la fiche banane femelle. Vous soudez les fiches bananes sur les fils et c'est terminé. Pour la taille à proprement parler, il existe diverses méthodes, mais la plus précise reste le fait de prendre des mesures avec une règle, de faire des repères avec un marqueur fin avant de couper. Le but recherché, excepté le point de résonance désiré, c'est la symétrie des deux bras du dipôle. Un petit conseil si vous êtes tête en l'air, comme moi, vous placez les bouts de fil coupés sur le sol de manière ordonnée pour éviter une éventuelle erreur. Pour le haubanage provisoire, faites en sorte que cela soit la même chose d'un côté comme de l'autre. La référence, c'est le mât télescopique. Il doit être le plus droit possible. Et s'il y a du vent, faites cela plus tard, quand il sera tombé. Je vais maintenant finaliser la fabrication des bras pour le ligne dipôle. Et pour cela, je vais avoir besoin de 2 manchons de gaine thermorétractable de 6,4 mm de diamètre, 30 mm de long, 2 manchons de 40 mm de long, avec un diamètre correspondant à celui du fil électrique. Alors, dans un premier temps, ce que je vais faire, ce sont des repères. Je vais en faire 2. Je vais en faire un ici à 8 cm de l'extrémité et un second à 2 cm de l'extrémité. Ensuite, avec les 2 morceaux de paracorde, je vais faire une boucle comme ceci. Et c'est parti pour un peu de couture. Voilà, c'est fait. Et maintenant, je vais prendre une boucle et je vais la placer comme ceci sur le repère que j'ai fait tout à l'heure à 8 cm de l'extrémité. Et comme d'habitude, je vais faire des tours avec du fil à coudre sur 1 cm. Et maintenant, je mets en place les 2 manchons de gaine thermorétractable. Et pour celui-ci, j'utilise le repère que j'ai fait ici à 2 cm. Et pour finir, je mets en place sur la paracorde une boucle Fastex femelle en faisant un nœud en tête d'alouette. Et voilà, les bras pour le ligne dipôle sont terminés. Je vais maintenant fabriquer les haubans nécessaires au déploiement et au bon fonctionnement de l'antenne dipôle. Sachant que l'ensemble bras du dipôle et haubans doit faire 20 mètres, il est facile de déterminer la longueur des haubans dont je vais avoir besoin. À l'aide d'un ruban déchimétrique, je vais mesurer la longueur à partir d'ici précisément jusqu'à la boucle Fastex femelle située à l'extrémité des bras du dipôle. Je soustrais cette mesure à 20 et j'obtiendrai la longueur du hauban jusqu'au sol. J'ajouterai 20 cm pour faciliter sa mise en place. Voilà, j'ai déterminé la longueur qui me sera nécessaire pour la fabrication des haubans pour le déploiement de mon antenne ligne dipôle. Alors, je ne précise pas cette longueur car elle est variable suivant le type de fil qui a été utilisé pour la fabrication des bras du dipôle. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est prendre ma bobine de paracorde de type 1 et enfiler des perles dessus, en commençant par la noire de 12 mm, suivie des 6 oranges de 10 mm. Ensuite ici, je vais faire un demi-nœud, pousser les perles jusqu'à l'extrémité et faire un demi-nœud juste derrière. Maintenant, je vais replier la paracorde sur 10 cm. Et pour qu'elle reste comme ceci, repliée, j'utilise une aiguille à coudre. Juste après, je vais faire ce que l'on appelle un nœud en 8. Voilà, c'est fait. Il ne me reste plus qu'à mettre en place la boucle Fastex mâle, couper la longueur de paracorde nécessaire, faire un demi-nœud, et étant donné que j'avais déjà fabriqué un premier hauban, la fabrication de l'antenne ligne dipôle est désormais terminée. Pour ranger correctement le ligne dipôle sur sa plaquette de rangement et faciliter son déploiement, je procède de cette manière. Je commence par les haubans, en commençant par la perle de couleur noire, ensuite les bras du dipôle, en commençant par l'extrémité côté hauban. Ceci est une bouteille de lait.
et ici de l'adhésif renforcé. C'est ce dont je me suis servi pour fabriquer cet étui pour les piquets d'ancrage. C'est un accessoire très utile car généralement les piquets d'ancrage sont pleins de terre ou de boue après usage. Avec lui, les piquets ne traînent pas dans le sac et même s'ils sont sales, on peut les ranger dans le sac ou une pochette sans problème. Pour les 3 haubans du mât télescopique, vous aurez besoin d'une cordelette ou d'une paracorde de 3 mètres de longueur et d'une pièce plastique telle que celle-ci, qui peut être achetée au détail. Pour le mât télescopique, et pour pouvoir y monter les haubans, j'ai utilisé 3 anneaux D-ring avec boucle velcro, 2 colliers de serrage en polyamide de 9 mm de large et 26 cm de long, et de l'adhésif renforcé. Je cherche une solution pour n'utiliser qu'un seul collier. Je me trouve aujourd'hui sur un spot SOTA que j'active régulièrement et je vais pouvoir tester l'antenne en conditions réelles. Ah, ça rayonne bien sur le 10 mètres. Je pense que je vais pouvoir faire quelque chose d'intéressant aujourd'hui. CQ SOTA, CQ SOTA, Foxtrot 4 India Hotel Golf Portable is calling and listening, over. Delta Lima 8, Delta X-Ray Lima, good afternoon my friend, you are 59, 59. Delta Lima 8, Delta X-Ray Lima, good afternoon, you are 5 and 5, 55, QSL. Roger, Roger my friend, thank you very much for the 55. I wish you a good afternoon and see you again, 73. Okay, thank you very much, 73, Sarwa, bye-bye. Echo Alpha 7, Alpha November Charlie. Echo Alpha 7, Alpha November Charlie, good afternoon my friend, you are 59, 59. Okay, good afternoon guys, Echo Alpha 7, Alpha November Charlie, thank you for 59, your report 5 by 7, QSL. QSL my friend. Thank you very much and see you again, 73. 73, thank you. QRZ.
Sierra Papa 6. Oscar Juliet Golf, Sierra Papa 6, Oscar Juliet Golf, you 5555. Sierra Papa 6, Oscar Juliet. Golf, Lavender Golf, Sierra Papa 6, Oscar Juliet Golf, Tango 6, Roger, my friend, thank you for the 5-5. You are 5-5 also. Sierra Papa 6, Oscar Juliet Golf. This is Foxtrot 4 India Hotel Golf Portable. Thank you very much, my friend, for the call, and see you again 73. 44. Oscar Zulu 1, Radio Delta. Oscar Zulu 1. Thank you, lady. Oscar Oscar Zulu 1, Radio Delta. Zulu 1, Romeo Papa. Good afternoon, my friend. You are 44. Thank you for 44. Please correct my call to Oscar Zulu 1, Radio Delta, Romeo Delta. Oscar Zulu 1, Romeo Delta. Oscar Zulu 1, Romeo Delta. Roger, my friend. You are 5-7 now. 5-7. Thank you. 73, Malmi. Have a nice summit. Can you give me the report, please? Again? Papa Yankee India. Papa Yankee India, Florida 5, Papa Yankee India. Bonjour, vous êtes 52, 5 et 2 à Saint-Étienne. Le prénom est Laurent. Foxtrot 5, Papa Yankee India, Laurent. Bonjour, cher OM. Je vous reçois 55. Florida 5, Papa Yankee Italie. Florida 5, Papa Yankee Italie. QSL? Oui, QSL, Foxtrot 5, Papa Yankee Italie. Je vous reçois 55, ici, près de Vire, dans le Calvados. Merci beaucoup et bonne activation. À très bientôt, j'espère. Au revoir, merci. 73. CQ SOTA, Foxtrot 4 India Hotel Golf Portable, Foxtrot 4 India Hotel Golf Portable, Foxtrot 4 India Hotel Golf Portable is calling or listening, over. CQ SOTA, Foxtrot 4 India Hotel Golf Portable, Foxtrot 4 India Hotel Golf Portable, Foxtrot 4 India Hotel Golf Portable is calling or listening, over. Echo Alpha 2, Charlie Kilo X-Ray. Echo Alpha 2. Charlie Kilo X-Ray. Echo Alpha 2, Charlie Kilo X-Ray, over. Echo Alpha 2, Charlie Kilo X-Ray. Good afternoon, my friend. You are 5-9. Yes, Echo Alpha 2, Charlie Kilo X-Ray. You report 5/3. Thank you for summer, 73. Bye-bye. 73, my friend, and see you again. Bye-bye. Florida 6, Florida Tango Bravo. Foxtrot 6, Foxtrot Tango Bravo. Bonjour, cher OM. Je vous reçois 59.
Ok Gaël, bonjour mes amitiés, 57 le report aujourd'hui, 57, merci pour le SOTA, à bientôt. Oui, bien, merci beaucoup pour le 57. Ici, un link dipôle et 5 watts de puissance à l'émission. Merci beaucoup pour le 57 et à une prochaine fois. 73. 73 Gaël, bon amusement, à bientôt. Foxtrot 4 India Hotel Golf portable en QRP. Ouais, mais je vais pas pouvoir rester là. Alors, j'ai pas ces reports à la station portable. Hein. Portable. Allez-y, portable, 5 Tango Alpha avec ses bonnes amitiés. Voilà, le prénom est Jacques, le QTH se trouve en Indre-et-Loire, au nord de la ville d'Amboise, à la campagne. Voilà, 4 IHG, si j'ai bien compris. Un portable, 5 Tango Alpha. Oui, ici Foxtrot 4 India Hotel Golf portable. L'opérateur Gaël qui vous appelle depuis le département du Calvados, près de la ville de Vire-Normandie. La ville de Vire-Normandie. Et j'émets à peu près avec 5 watts et une antenne dipôle, une antenne Link dipôle que je viens de fabriquer. Voilà, retour de micro. Oui, oui, bien sûr, c'est connu, hein. Dans le 14. Moi j'ai habité dans le 76 pendant quelques temps, là je suis revenu dans le 37, puisque c'est ma région d'origine. Rapport 59 tourons, hein. 59 tourons sur une G5 RV à 10 mètres du sol. Et donc c'est très bon. La modulation laisse un petit peu, là un peu, comment dirais-je, ordinaire. C'est un peu, ça manque d'aigu, hein. Mais ça marche bien, hein. Ça fonctionne bien quand même. Hein. Voilà, ça risque d'être amélioré, ça. Vous me direz, vous ne passerez aux conditions de travail en émetteur là, et en micro. Hein. C'est peut-être le micro d'origine à main. Voilà, donc je retourne le micro, Gaël. F4 India Hotel Golf portable, F5 Tango Alpha. Ok Gaël. Hein. Voilà, écoutez, je dois partir parce que j'ai des choses à préparer là. YL va rentrer et si c'est pas fait, elle va me dire que j'ai passé la journée à faire de la radio. Hachi, vous connaissez le système. Hein. Voilà, à bientôt Gaël, dans le 14 à Ville. Ça sent bon par là quand on passe dans le village. Hachi. Allez, F4 Italie Hôtel Golf portable, ici Jacques, F5 Tango Alpha, à côté de la ville de Amboise, en Touraine. Oui, merci beaucoup Jacques pour le QSO et je vous adresse mes plus cordiales 73 et sans doute à une prochaine fois sur l'air. 73, merci bien. Ok, 100%, je vous donnerai un report au prochain tour, j'ai pas le temps de regarder le SMET. Hein. Ici, le prénom de l'opérateur est Bernard. Le QTH, je suis dans les Yvelines, une localité de 16 000 habitants qui s'appelle Viroflay. Je suis précisément à 3 km et demi à vol d'oiseau du château de Versailles. Hein, voilà. Conditions de travail émetteur Kenwood et l'antenne est une simple long fil de 22,80 m, pilotée par une antenne, par une boîte d'accord de chez ICOM AH4. Je retourne le micro, vous me donnerez des conditions de travail, Gaël. F4 India Hotel Golf portable 6 IGL. Oui, F6 IGL, ici Foxtrot 4 India Hotel Golf portable. Je vous donne un report de 59, il n'y a pas de problème, hein, c'est du téléphone. Mes conditions de travail, un USDX plus, avec une puissance de 5 watts, micro d'origine, et l'antenne est un link dipôle, hissé à 10 mètres du sol, en V inversé, Oui, ok, c'est une antenne monobande? Non, négatif. C'est une antenne qui me permet de travailler sur le 10 mètres, le 20 mètres, le 30 mètres, le 40 mètres et le 60 mètres. QSL. En portable pour 4 accès précis. Alors attends, ce que je peux faire, je vais baisser, alors si tu veux remonter si tu veux, le drive, en fait c'est un micro.
j'ai du mal à faire la différence entre les deux. J'ai du mal à faire la différence entre les deux. Donc écoute, si tu regardes la vidéo, tu te rends pas vite parce que bon, des fois, je sais pas. Je pense que c'est tout qui passe. La différence, elle est vraiment minime. Voilà Jean. Bon écoute, on va libérer la fréquence, hein. Et puis en tout cas je suis très content de t'inscrire à nouveau à 2 reprises dans mon log, hein. C'est la 3e ou 4e fois de l'année, je sais plus. Et en tout cas, voilà, j'aime bien faire ces petites expérimentations avec toi et j'espère qu'on en fera encore d'autres. Retour du micro, Jean. Oui, Foxtrot 4 India Hotel Golf portable qui reprend le micro. Donc c'était F4 HFJ, l'opérateur Jean qui se trouve du côté de Caen, et F4 IHG portable qui se trouve à Vire-Normandie dans le département 14. Voilà, et qui termine et qui adresse ses plus cordiales 73 à son correspondant, mon ami Jean, et ainsi que les écouteurs. Voilà, ma vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Elle a été relativement longue, mais il y a tant de choses à dire sur le dipôle de mi-ondes. J'espère vous avoir donné l'envie de fabriquer cette antenne Link Dipôle, antenne qui aujourd'hui a très bien fonctionné, et ce sur les 5 bandes pour lesquelles elle a été réglée. Alors je tiens à préciser que je ne suis pas un expert en antenne, mais tout simplement un passionné qui, par le biais des vidéos que je poste sur ma chaîne YouTube, partage ses connaissances et son enthousiasme pour le radioamateurisme. Je vous remercie beaucoup pour le soutien que vous m'apportez, pour les commentaires au sujet de mes précédentes vidéos. Cela me motive à poursuivre l'aventure. Sur ce, eh bien, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.